Bonjour à tous, je m'appelle Martin Sabou Bekerel, étudiante à l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des TIC, en abrégé SUPTIC. Je suis étudiante en 4e année du cycle ingénieur des télécommunications. Nous allons échanger sur deux thématiques qui sont le développement des applications mobiles et le blogging. La première partie de notre échange va porter sur le développement des applications mobiles. Notre travail a été structuré ainsi qu'il suit. Nous avons une introduction, puis nous allons parler des spécificités du développement mobile, des outils de développement, du stockage des données, d'un cas pratique et nous allons conclure avec cette première partie. En guise d'introduction, nous avons commencé par dresser l'état des lieux du taux de pénétration à Internet au Cameroun. Nous notons que sur une population d'environ 24 millions d'habitants, 25% utilisent Internet. Parlons à présent des systèmes d'exploitation mobile. On trouve ces systèmes dans nos différents smartphones. Comme exemple de système d'exploitation, nous avons Symbian OS de Nokia, iOS de Apple, BlackBerry OS de Orim, Windows Phone de Microsoft ou encore Android de Google et j'en passe. Notons que de tous ces systèmes d'exploitation, les principaux utilisés par nos différents smartphones sont Android et iOS. C'est donc la raison pour laquelle, tout au long de notre présentation, nous allons nous attarder principalement sur ces deux principaux systèmes d'exploitation. Parlons des spécificités du développement mobile. Lorsque l'on a un projet de mettre sur pied une application mobile, nous devons prendre certains paramètres en compte en fonction des appareils cibles. Comme paramètres à prendre en compte, comme contraintes à prendre en compte, nous avons les contraintes matérielles. Parmi nous avons la mémoire qui est souvent limitée. Bien que les nouveaux modèles haut de gamme arrivent à 3 Go de RAM, la plupart des smartphones souffrent d'un temps de chargement long. Il faut bien faire attention au type de public ciblé. Il faut éviter des traitements complexes qui sont gourmands en mémoire. Comme autre contrainte matérielle, nous avons la capacité de stockage qui est limitée. Quelques smartphones très haut de gamme ont une mémoire de 128 Go, mais plusieurs modèles d'entrée de gamme n'ont que 4 Go. Il faut penser à s'orienter vers le stockage sur le cloud. Comme autre contrainte, nous avons l'autonomie. Il faut éviter les applications qui sont gourmandes en énergie. Comme autre contrainte, nous avons la taille d'écran qui est réduite et variable. Nous sommes tous conscients de la diversité des smartphones que l'on retrouve sur le marché. Nous devons opter pour des applications responsive design, c'est-à-dire des applications qui s'adaptent en fonction du terminal sur lequel elle est installée. S'agissant des outils de développement, nous notons que la plupart des appareils mobiles fonctionnent sur iOS ou Android. Apple a développé iOS qui fonctionne exclusivement sur leurs propres appareils, tandis qu'Android est développé et supporté par Google, souvent considéré comme une plateforme plus ouverte par rapport à Apple. De nombreux fabricants de téléphones mobiles utilisent Android sur les appareils, tels que Samsung, Huawei ou encore LG. Lorsque nous parlons d'applications mobiles dans notre présentation, il s'agit des applications que vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store ou encore l'Apple Store. Le Store, ou encore en d'autres termes, boutique d'applications en ligne, est cette boutique-là qui offre de la visibilité aux différentes applications qui sont développées.
Et en fonction du système d'exploitation visé, nous avons une boutique d'applications précise. Pour ce qui est d'Android, la boutique d'applications en ligne où nous pouvons retrouver les applications fonctionnant sur Android est appelée Google Play Store. Et pour ce qui est des applications fonctionnant sur iOS, cette boutique d'applications est l'Apple Store. Après avoir analysé les différentes contraintes, les différents paramètres pour le développement de notre application, il faut à présent effectuer le choix du type d'application. Nous notons qu'il y a 3 types, à savoir les applications natives, les applications natives cross-platform, les applications hybrides. Ces différents types d'applications ont des avantages et des inconvénients. Une analyse s'impose qui nous permettra, en fonction de notre besoin, de développer l'application, de choisir le type idéal qui va permettre de répondre efficacement aux besoins énoncés. Parlons à présent des applications natives. Notons que la majorité des applications de nos smartphones sont des applications natives. Elles sont construites dans un langage de programmation spécifique pour leurs plateformes respectives, iOS et Android. Comment sont-elles réalisées? Le langage pour développer des applications natives dépendra de la plateforme pour laquelle elles ont été créées. Nous avons comme langage Swift ou Objective-C qui sont utilisés pour coder les applications iOS natives et Kotlin ou Java pour les applications Android natives. Les applications natives sont également développées à l'aide d'un environnement de développement intégré, en abrégé IDE, spécifique au système d'exploitation de données. Par exemple, pour Android, l'IDE utilisé est Android Studio. Quels sont donc les avantages d'une application native? Les avantages des applications natives sont nombreuses. Par exemple, les applications natives offrent aux utilisateurs l'expérience la plus rapide, la plus fiable et la plus réactive. Les applications natives facilitent l'accès à certaines ressources matérielles de notre terminal, telles que la caméra, le microphone et bien d'autres. Elles peuvent recevoir des notifications push. Elles offrent une meilleure expérience utilisateur dans la mesure où le flux est plus naturel, car il existe des normes d'interface utilisateur spécifiques pour chaque plateforme. Comme inconvénient, vous avez besoin d'une base de code pour iOS et d'une part et pour Android d'autre part. Les applications natives coûtent généralement plus cher à développer que les applications hybrides et sont plus longues à créer. Car si par exemple, j'ai une application que je veux déployer sur Android et sur iOS et je veux que celle-ci soit native, il va me falloir 2 équipes de développeurs qui vont développer chacune une version pour ces différents systèmes d'exploitation. Voilà pourquoi elles sont plus chères, elles sont plus coûteuses, car elles vont me coûter en temps et en argent. Le deuxième type, il s'agit des applications natives cross-platform. Le développement cross-platform signifie simplement qu'une base de code pour une application peut être identique et partagée pour une application iOS et Android, avec seulement une petite partie d'ajustement pour chaque système. Nous avons plusieurs outils qui nous permettent de réaliser des applications natives cross-platform. Comme outil, nous avons par exemple Xamarin, React Native ou encore Flutter. Le troisième type est celui des applications hybrides. Vous l'installez comme une application native, mais c'est en fait une application web à l'intérieur. Les applications hybrides, comme les applications web, sont construites avec JavaScript, HTML et du CSS. Elles s'exécutent dans ce que l'on appelle une WebView, un navigateur simplifié
au sein de votre application. Comme avantage, les applications hybrides n'ont qu'une seule base de code à gérer. Vous économisez du temps et de l'argent dans le développement. Il est plus facile de passer à une autre plateforme. Ces applications vous permettent d'accéder à des fonctionnalités de l'appareil comme pour les applications natives. Maintenant, quels sont les inconvénients des applications hybrides? Les performances sont nettement inférieures à celles des applications natives car les applications hybrides se chargent dans une web view. L'expérience utilisateur est souvent moins optimale avec une application hybride car vous ne pouvez pas personnaliser l'application en fonction de l'appareil. Abordons à présent le stockage des données. Il faut penser à la façon dont les données de l'application vont être stockées. Pour cela, nous avons plusieurs SGBD, c'est-à-dire plusieurs systèmes de gestion de bases de données tels que SQLite et Firebase qui nous permettent de stocker les données de l'application. Pour notre cas pratique, nous avons choisi de développer l'application DiscoverCam. C'est une application, c'est un projet que nous avions depuis. Il s'agit d'une application qui permet à toute personne de connaître mieux le Cameroun, de connaître certains sites touristiques, de s'orienter, de faire tellement de choses. Lorsque vous lancez l'application qui est installée sur notre smartphone, vous avez cette première interface qui vous affiche le nom de l'application Discover comme un petit message découvrir les richesses du Cameroun. Par la suite, vous accédez à notre menu qui possède 4 points principaux qui sont les loisirs, traditions, mets et hôtels. Lorsque vous allez à loisirs, on vous présente des images des principaux sites touristiques de notre pays. Par exemple, si je clique sur l'image du monument de la réunification, j'ai un texte qui apparaît, un texte qui présente l'histoire qui est derrière ce site. Par la suite, nous avons un plan de géolocalisation qui nous permet de nous rendre à ce site, peu importe notre position. Par la suite, nous avons des informations telles que le plan d'ouverture du site, les heures de visite, voire éventuellement même les contacts des responsables des sites. Nous pouvons les appeler si jamais on a d'autres préoccupations. Puis, lorsque nous sommes à l'onglet « Mais », nous avons des images qui décrivent les plats traditionnels camerounais en fonction des tribus. Lorsque je clique sur l'un des plats, j'ai la composition, j'ai les étapes pour pouvoir le réaliser et j'ai aussi une liste de restaurants à proximité de la zone où je me trouve qui proposent ce mets. Puis, nous avons notre onglet tradition qui présente des fêtes traditionnelles culturelles de notre pays. Si je suis intéressée par l'heure, je peux cliquer, j'aurai toutes les informations nécessaires et qui me permettront, par exemple, d'assister à d'éventuelles présentations, prestations. Puis, à l'onglet hôtel, j'ai une liste des différents hôtels présents au Cameroun. Et à travers cette application, je peux faire une réservation, je peux consulter les différentes offres de ces hôtels, type de chambre, prix, catalogue et autres. Et je peux aussi effectuer une réservation. Donc, là, présenté, nous avons là notre motif d'application qui a été développé. Nous précisons qu'il s'agit d'une application native développée pour fonctionner sur le système d'exploitation Android et développée grâce à l'IDE Android Studio. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le développement des applications mobiles n'est pas difficile comme le pensent certains.
Nous insistons notamment, nous encourageons notamment la jeune fille à se lancer, à avoir ce type de métier. Nous encourageons la jeune fille à apprendre le développement des applications mobiles. C'est une activité passionnante qui nécessite juste que nous soyons concentrés et déterminés. Puis, nous ne pouvons conclure cette partie sans dire que c'est un métier qui est recherché, c'est un métier qui est à l'heure, c'est un métier d'actualité et les personnes qui ont pour profession, qui sont des développeurs des applications mobiles, gagnent suffisamment bien d'argent. Donc vraiment, nous encourageons la jeune fille à faire dans ce métier, à apprendre ce métier. Nous allons passer, nous allons d'abord présenter quelques liens qui nous ont permis de réaliser cette présentation. Vous pouvez les consulter aussi pour plus d'amples informations. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie qui porte sur le blogging. Nous allons détailler notre travail dans cet ordre. Nous allons commencer par des définitions, par la suite, nous allons présenter l'historique du blog, les intérêts du blogging, les caractéristiques d'un blog et les étapes pour la mise en place de son blog et nous allons conclure. En guise de définition, nous allons commencer par définir le blogging. Qu'est-ce que le blogging? Nous pouvons définir le blogging comme étant l'action de maintenir, de gérer, de contrôler un blog. Il s'agit de publier du contenu sur une thématique bien précise. Le blog, de quoi s'agit-il? Un blog peut s'apparenter à un journal disponible sur Internet. C'est un lieu de partage de connaissances et de points de vue. C'est un lieu de connexion avec les autres. Un blog est principalement maintenu par un blogueur. Un blogueur, qu'est-ce qu'un blogueur? Un blogueur, c'est une personne, généralement propriétaire du blog, qui ajoute de nouveaux articles à un site web de blog. Il maintient le blog en vie par la publication de nouveaux articles, par le partage des dernières nouvelles, par l'échange avec les différentes personnes qui ont eu à poster des messages, qui ont eu à poster des commentaires sur vos articles publiés. Historique du blog. Le premier blog a été créé par Justin Hall en 1994. Donc, officieusement, le premier blog a été créé en 1994. À cette époque, personne ne connaissait réellement le mot blog ou encore weblog. Vous avez là le lien du dit blog. Comme vous pourrez le constater, c'est un blog qui lui permet de communiquer quotidiennement sur ses activités, sur les expériences vécues, sur ce qu'il a appris de nouveau sur Internet. C'est un site qui lui permet de parler de ses proches, de sa famille, de ses amis et bien d'autres. En 1997, le terme blog a été annoncé officiellement pour la première fois par John Bagger. Ce terme est issu de l'abréviation du mot weblog, qui est la combinaison des mots web et log, signifiant littéralement Internet et journal. Mais il faut préciser que durant cette période, le blogging n'était pas encore une activité assez menée, assez réalisée. On note une faible présence des blogs. Par contre, en 2003, avec l'avènement de WordPress, le blogging a connu un essor. Le blogging s'est popularisé. C'est devenu une activité assez populaire. Par exemple, de nos jours, on dénombre à environ à plus de 500 millions le nombre de blogs aux États-Unis. Quels changements ont été apportés par WordPress? Grâce à WordPress, le blogging est devenu une activité, on peut dire facile,
moins difficile car WordPress, une plateforme d'auto-hébergement de blogs, est facile. Cette plateforme est facile à installer, à entretenir et à utiliser. Elle offre de multiples possibilités qui facilitent la tâche aux blogueurs, qui facilitent la tâche aux blogueurs. Déjà, nous pouvons noter que plus de 115% des blogs utilisent la plateforme de blog WordPress. L'intérêt du blogging. Pourquoi bloguer? Les blogs sont créés et utilisés pour de nombreuses raisons. Pour un usage personnel, un blog nous permet de nous exprimer, de fournir, de partager des informations et des nouvelles précieuses à d'autres personnes sur Internet, de gagner de l'argent. Oui, certaines personnes gagnent beaucoup d'argent avec les blogs. Les blogs nous permettent d'entrer en contact avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. Les blogs nous permettent d'améliorer nos compétences en écriture, en orthographe et bien d'autres. Pour des communications d'entreprise, une entreprise peut, à travers son blog, gagner en visibilité, atteindre ses consommateurs, rendre consultables leurs produits et leurs services, mettre en valeur leur autorité et construire une marque. Un blog peut leur permettre de bâtir une relation solide de confiance avec leurs clients. Caractéristiques d'un blog. Quelles sont les caractéristiques d'un blog? Un blog a plusieurs caractéristiques. Nous allons énoncer quelques-unes. Comme première caractéristique d'un blog, nous avons le fait que le blog est dynamique. Un blog est dynamique, c'est-à-dire le blogueur doit publier continuellement, régulièrement du contenu. Donc, chaque fois, le contenu d'un blog est mis à jour. Il y a de nouveaux articles qui sont postés, à la différence d'un site web qui est généralement statique. Comme autre caractéristique, nous pouvons noter que les messages du blog sont publiés en chronologie inverse, c'est-à-dire les messages les plus récents sont affichés tout en haut, tandis que les messages les moins récents sont affichés tout en bas. Et comme autre caractéristique d'un blog, nous avons le contenu. Déjà, il faut dire que ça reste la principale caractéristique d'un blog, le contenu. C'est donc pourquoi nous avons tenu à insister sur les caractéristiques du contenu d'un blog. Comme caractéristique du contenu d'un blog, nous avons la conception qui doit être réfléchie. Le blogueur doit faire un alliage adéquat entre des textes, des images, des gifs, des vidéos et bien d'autres. Cet alliage doit permettre à l'utilisateur de se retrouver facilement, doit être lisible, doit faciliter la tâche au lecteur. Puis nous avons comme autre caractéristique la longueur parfaite. Il ne faut pas penser que notre article est plus intéressant, est plus captivant, est plus attirant lorsqu'il est relativement court. Tout doit se jouer sur le contenu. Tant que notre article apporte au lecteur, des informations supplémentaires et que notre contenu soit concis et précis, il ne faut pas se poser des questions de longueur, non. Il ne faut pas penser que plus le texte, plus l'article est long, moins le lecteur est intéressé. Le lecteur sera intéressé si le contenu est bien écrit, est bien fait, est bien agencé et s'il lui apporte des connaissances supplémentaires. Comme autre caractéristique, nous avons le contenu original. Certes,
D'autres blogs ont déjà eu à traiter de la thématique que vous abordez dans l'un de vos articles. Il ne faut pas effectuer un copier-coller et venir le poster dans votre blog, non. Vous devez apporter votre touche personnelle. Même si le sujet a déjà été traité, vous pouvez changer, vous pouvez revoir la façon d'aborder le sujet. Comme touche personnelle, vous pouvez revoir le ton, vous pouvez apporter votre style d'écriture. Il y a tellement de possibilités. Quoi qu'il en soit, chacun en sa personne a quelque chose de plus à apporter. Donc, c'est cela qui vous distinguera des autres blogs, des autres personnes, des autres articles. Il faut apporter votre touche personnelle. Puis, par la suite, nous avons la recherche. Il faut effectuer des recherches avant de réaliser, avant de publier un article. Plus vous effectuez des recherches, plus il est probable que votre blog, que votre article soit de bonne qualité, soit pertinent et soit facile même à rédiger. Donc, il faut effectuer des recherches avant pour pouvoir bien peaufiner, pour pouvoir avoir un contenu de bonne qualité. Étape pour la mise en place de son blog. Pour mettre en place votre blog, vous devez choisir votre niche ou encore le sujet de votre blog. Il y a tellement de thématiques disponibles, possibles. Vous pourrez par exemple parler de la santé, parler de l'entretien des vêtements, de l'entretien d'une maison, parler de vos expériences culinaires, parler du sport, de la culture et bien d'autres. Il y a tellement de thématiques. À vous de trouver, à vous d'effectuer le choix de ce qui vous passionne et de bloguer là-dessus. Par la suite, il vous faudra choisir un nom de blog, encore appelé nom de domaine. Il doit être relativement facile à retenir et parlant, puisque cela vous représentera sur le net. Il faudra que vos lecteurs puissent vous retrouver facilement. Donc, il faut prendre du temps, il faut bien choisir son nom de domaine. Par la suite, vous devez choisir le type de blog avec lequel vous allez fonctionner. WordPress, Blogger et bien d'autres. Qu'à cela ne tienne, les statistiques démontrent que WordPress est le meilleur type de blog, est la meilleure plateforme d'auto-hébergement à utiliser. WordPress vous offre de nombreuses possibilités. Vous avez une grande possibilité de personnalisation ou encore de développement. De multiples extensions sont développées chaque jour qui vous permettent d'améliorer le rendu de votre blog. Par la suite, il vous faudra choisir un hébergeur, un plan d'hébergement chez cet hébergeur et vous allez acheter votre nom de domaine, installer votre template et le personnaliser. À cette étape, vous avez votre blog qui est fait. Il vous suffira de commencer à rédiger vos premiers articles. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le blogging est une activité intéressante, passionnante, qui peut être pratiquée par tout le monde, jeunes, parents, et c'est une activité que vous pouvez même pratiquer comme passe-temps pour vous détendre, pour partager, pour apprendre avec les autres. D'ailleurs, on gagne relativement beaucoup en partageant avec les autres. Le blogging est une activité qui vous offre plusieurs avantages. Vous améliorez vos techniques d'écriture, vous améliorez votre grammaire, vous gagnez en connaissance, vous cultivez, vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il fait tellement de choses. Vraiment, il ne faut pas être limité. Il est important de tenir un blog. C'est vraiment une bonne chose pour nous.
Alors, nous encourageons notamment la jeune fille. Car la jeune fille, à travers le blog, elle peut porter les problèmes de sa communauté. Par exemple, nous avons constaté qu'il y a, nous avons constaté que, par exemple, ça c'est un exemple. Certains parents ne mettent pas assez l'accent sur l'éducation de la jeune fille. Alors, jeune fille, maintenez un blog, gérez un blog dans lequel vous allez sensibiliser les lecteurs, sensibiliser les parents, les jeunes et autres sur l'importance d'insister sur l'importance d'envoyer, de veiller à l'éducation de la jeune fille. Donc, vous avez là les références en lien des différentes ressources que nous avons exploitées afin de réaliser cette présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.